Bonjour à toutes et à tous. Que vous soyez en direct ou que vous regardez cette vidéo en rediffusion, je vous souhaite la bienvenue dans eSpace, l'espace dédié à l'entrepreneuriat, ici à Genève, dans le cadre de la Semaine de l'entrepreneuriat 2020. Dans quelques instants, on aura la chance de découvrir une masterclass intitulée « Lance-toi sur de bonnes bases ». C'est la 16e session d'eSpace et elle sera présentée par Douglas Finazzi, cofondateur de la société Connex Watch et manager suisse romande d'IFJ. Il est indéniable que commencer son business dans un environnement sain impactera le futur du projet et c'est ce qu'on va voir à travers cette masterclass. Maintenant, place à la masterclass. Douglas, merci infiniment d'avoir répondu présent à notre invitation. Merci à toi. C'est un plaisir de te recevoir ici sur eSpace. Le plateau est à toi pour ta masterclass. Merci beaucoup. Déjà, bienvenue aux participants qui nous suivent en ligne et sûrement en rediffusion. Donc, cet après-midi, on va parcourir donc Lance-toi sur de bonnes bases, qui est une session qui permet de parcourir les éléments essentiels auxquels vous devez penser pour pouvoir lancer votre entreprise. Donc juste une rapide présentation en ce qui me concerne, même si j'ai déjà été un peu présenté. Donc j'ai plutôt une formation juridique. J'ai fait un bachelor en droit à Neuchâtel, ensuite un master en droit et économie à HEC Lausanne. Donc j'ai des expériences en tant que juriste, entraîneur de football américain qui est ma passion, et aujourd'hui comme entrepreneur, donc comme tu l'as dit, par le biais de la société Connex Watch SA, qui est ma première entreprise que j'ai cofondée, et aujourd'hui par le biais de la société de SwissPeak, qui est dans le marketing sportif. Donc ça, c'est un petit peu pour mon background. Donc aujourd'hui, on va parcourir les éléments suivants. Donc la préparation, comment un entrepreneur peut se préparer à ce chemin avec beaucoup d'obstacles. Ensuite, c'est l'aspect plus création, choix de la bonne forme juridique, parce que vous le verrez, il y a des avantages et des inconvénients à chaque forme juridique. Et enfin, le début, le développement de la société après sa création, des aspects plus administratifs, de gestion qu'on va parcourir ensemble. Donc tout d'abord, la préparation, c'est de parler de l'idée, comment formuler son idée d'entreprise, comment ensuite la structurer dans un business plan ou ce qu'on appelle aussi un plan d'affaires. Ensuite, parler des aspects de source de financement. Bien sûr, il faudra un peu trouver d'argent pour lancer son projet d'entreprise et enfin des aspects de propriété intellectuelle. Pour moi, ça, c'est un aspect très important. C'est les devoirs que l'entrepreneur doit faire pour vraiment se préparer à ce long chemin qui est l'entrepreneuriat. Donc tout d'abord, dans le processus de création, lorsqu'on est un entrepreneur, probablement qu'on a une idée qui nous tourne dans la tête, soit depuis plusieurs années, soit on a un peu une idée eureka, même si souvent cette idée germe au fil du temps. Et on a aussi une vision qu'on souhaite peut-être apporter au monde, et une vision d'accomplissement peut-être à 10 ans. La chose que je recommanderais par rapport à cette vision, c'est de réussir à la segmenter dans le temps, de réussir à la ramener à demain, donc vraiment à savoir où est-ce que vous souhaitez être à 10 ans, 5 ans, 2 ans, une année, 6 mois et finalement demain, quelle est la première étape que vous devriez entreprendre demain pour accomplir peut-être un jour cette vision. Et ensuite, cette idée, cette vision, il faudra réussir à la rendre compréhensible. Et donc, il y a des outils à cet effet. L'un de ces outils, c'est le business plan, le plan d'affaires, qui permettra de rendre compréhensible votre projet auprès, par exemple, d'investisseurs ou de banques si vous demandez des prêts pour financer votre société. Et dans le cadre de ce business plan, il y aura bien sûr des études de marché, des études de faisabilité pour démontrer que votre projet est faisable d'un point de vue marché, d'un point de vue technique ou logistique. Et enfin, bien sûr, c'est la création en tant que telle de la bonne forme juridique pour ensuite déployer votre activité commerciale. Et bien sûr, là, il faut se poser les bonnes questions. Il y a des questions de responsabilité, il y a des questions aussi de fiscalité auxquelles il faut réfléchir. Donc tout d'abord, par rapport à la formulation de son idée, et ici c'est vraiment l'ensemble des étapes, on va dire des hypothèses qu'on va vouloir mettre sur une feuille de papier et de manière itérative, vraiment y réfléchir. Donc la première étape, c'est déjà de réussir de manière concrète et compréhensible de formuler son offre. Pourquoi c'est important? Parce que souvent, si on demande à l'entrepreneur de nous parler de son idée, et passionné comme il est ou comme elle est, elle va nous parler pendant des heures de cette idée. Néanmoins, le client, lui, n'aura jamais autant de temps. Et donc, il faut réussir à synthétiser cette offre en quelques mots pour pouvoir vraiment, en quelques mots, vraiment qu'on comprenne ce que vous souhaitez proposer en termes de produits ou de services.
La deuxième étape, c'est de définir son client idéal. Alors, c'est d'avoir vraiment un profil, c'est de définir les intérêts, l'âge, le genre, le pouvoir d'achat, la situation civile. C'est vraiment d'avoir cette image mentale de cette personne la plus à même de vouloir acheter votre produit ou votre service. Si après cette première analyse, vous vous rendez compte que cette personne vous ressemble étrangement, ce qui est possible parce que souvent un entrepreneur crée quelque chose parce que lui-même en a besoin, mais peut-être c'est le seul être humain sur Terre à avoir ce besoin. Il faudra peut-être reformuler son offre pour qu'elle soit un petit peu plus large, pour qu'elle puisse toucher ensuite ce qu'on appelle un groupe cible. C'est un groupe de personnes qui est reconnaissable dans la population. Donc on va faire ce même travail de définir le genre, définir l'âge, définir les intérêts de ce groupe cible et se poser la question finalement, est-ce qu'il existe et c'est quelque chose auquel je peux m'adresser pour pouvoir vendre mon produit ou mon service. Si ces deux premières étapes elles sont positives, on passera à une étape 3 qui est tout simplement de se poser la question si le plan pour atteindre le succès du projet est réaliste. Réaliste d'un point de vue besoin, c'est-à-dire au niveau des ressources que l'entrepreneur doit mettre en place, au niveau par exemple de la matière première, au niveau de la technologie qu'il doit mettre en place. Je vous donne un exemple. Au 19e siècle, c'est clair que de créer un téléphone sans fil, c'était irréaliste. Aujourd'hui, cette question est devenue beaucoup plus réaliste et donc c'est aussi d'analyser la faisabilité à ce niveau-là et c'est se poser des questions par rapport à l'exécution de votre projet. Et enfin, au niveau des avantages, c'est savoir quels sont les avantages que vous pourriez développer. À nouveau, c'est les avantages que vous percevez, ce que vous avez, ce qu'on appelle dans les guts, dans les tripes, et que vous pouvez peut-être développer. Par la suite, bien sûr, on fera une analyse de compétitivité et de concurrence pour voir en fait si ces avantages se réalisent vraiment. Mais déjà, dans ces premières étapes, c'est déjà de lister ces avantages que vous souhaitez développer. Et enfin, dans l'étape 4, c'est déjà de déterminer la viabilité financière. Alors, pas besoin de faire des grandes projections financières dans ces premières étapes, mais c'est tout simplement de déterminer le prix auquel vous pouvez vendre votre produit et finalement à quel prix ou le coût que votre produit va vous coûter. Et cette différence, si elle est positive, vous aurez une marge et cette marge vous permettra de financer les autres aspects de votre entreprise, marketing, les salaires. Mais si vous vous rendez compte déjà à cette étape-là que vous ne serez pas en mesure de dégager une marge, ça sera extrêmement compliqué pour financer la suite de votre entreprise. Ensuite, avoir une vision assez globale de la faisabilité technique et logistique. Si vous avez un projet qui est plus technologique, la plupart du temps, il faut faire une préétude qui permet de parcourir l'ensemble des options technologiques pour pouvoir développer votre solution. Et ça, pas mal de temps, les promotions économiques vont pouvoir vous soutenir si ça rentre dans leur stratégie de développement. Et enfin, au niveau logistique, je pense surtout si vous faites un e-commerce ou de la vente, posez-vous la question si vous êtes en mesure de gérer l'ensemble des commandes qui seront passées sur l'e-commerce et surtout le volume de vente qui pourrait être à la suite de ça, donc tous les retours, ce qu'on appelle l'after-sale service. Et ensuite, posez-vous la question de la concurrence sur les marchés ciblés. Mais avant de parler de concurrence, c'est quels sont les marchés que vous souhaitez cibler? Est-ce que c'est régional, national ou international? À chaque niveau de marché, bien sûr, la concurrence sera différente. Et donc, vous allez lister tout simplement ces concurrents que vous percevez à nouveau. Et dans votre étude de concurrence, vous serez un peu plus précis, mais c'est déjà votre propre perception de cet environnement qui importe. Et enfin, le potentiel de marché, c'est un peu regrouper déjà cette première analyse par rapport à votre groupe cible et par rapport au marché ciblé et savoir plus ou moins ce que c'est 10 000, 100 000, 1 million de personnes que vous pouvez toucher potentiellement. C'est déjà avoir un peu cette idée pour savoir par rapport à la viabilité de votre projet d'entreprise. Et enfin, au niveau de l'équipe, c'est se poser les questions si vous avez l'ensemble des compétences et si vous êtes complémentaires au sein d'une équipe pour pouvoir exécuter le projet d'entreprise. Typiquement, dans une start-up, c'est souvent recommandé d'avoir 3 types de profils, qui est l'ingénieur, le commercial et le designer, parce que ces 3 types de profils seront en mesure d'exécuter, en tout cas au début, la plupart des tâches requises dans l'entreprise. Enfin, par rapport à ça, une des étapes suivantes de structure
pour pouvoir exécuter son projet d'entreprise, c'est bien sûr le business plan. Donc, c'est différents chapitres qui parcourent l'ensemble des aspects d'une entreprise. Le premier, c'est le résumé. Alors, le résumé, c'est ce qui est le plus important, c'est ce qui permettra vraiment de comprendre rapidement ce que vous souhaitez réaliser. Donc, passer du temps à bien le formuler et que ça soit aussi inspirant. Si vous avez réussi à captiver des investisseurs par rapport à ce résumé, probablement que la prochaine étape auquel ils vont porter leur attention sera la planification financière. Ça ne veut pas dire que les autres chapitres sont inutiles, ils seront utiles pour vous, surtout pour bien structurer votre pensée par rapport à l'ensemble des aspects de votre entreprise. Donc si on commence avec la vision, bien sûr il faudra expliquer, détailler votre offre principale, suite notamment au travail qu'on a fait précédemment. Ensuite, c'est de bien déterminer qui est ce client idéal. Là, vous pouvez appliquer une méthode qui s'appelle le Customer Discovery, la découverte de son consommateur, qui est une méthode qui a été développée par Steve Blank. Et je peux vous recommander l'ouvrage Les 4 étapes vers l'épiphanie, qui est un livre qu'il parcourt. Mais en résumé, qu'est-ce qu'il vous recommande? C'est de faire des questionnaires en posant l'ensemble de vos questions et hypothèses sur votre projet et d'aller poser ces questions auprès des gens dans la rue et de récolter leurs réponses tout en voyant si leur profil correspond finalement au client idéal que vous aviez imaginé. Si vous êtes un peu timide, ou là, en période Covid, peut-être ce n'est pas la meilleure idée d'aller dans la rue, vous pouvez le faire en ligne par le biais d'outils tels que Google Forms ou SurveyMonkey. Et donc, après, vous le diffusez sur les réseaux. Ensuite, c'est d'expliquer votre marché géographique à nouveau, quels sont les facteurs importants de ce marché, comment il se comporte, comment vous souhaitez le développer. Et enfin, par rapport à la concurrence et les avantages, là, vous allez faire une analyse concurrentielle. Comment faire? Plus ou moins la même chose qu'un client idéal. Vous allez lister vos questions et vous allez demander auprès de professionnels un peu les réponses à vos questions. C'est clair que peut-être qu'ils sont un petit peu moins ouverts que des clients, mais après, vous avez encore d'autres sources d'informations. Vous pouvez consulter les marchés publics, voir un peu les états financiers des différentes entreprises. Enfin, il y a beaucoup de sources d'informations à consulter pour pouvoir faire cette analyse de concurrence par vous-même. Et ensuite, bien sûr, d'en conclure les avantages que vous pouvez développer par rapport à vos potentiels concurrents. Ensuite, par rapport à l'analyse, c'est d'expliquer votre analyse de marché. Cette analyse de marché, moi, ce que je recommande, c'est de la faire vous-même. Un des premiers jobs de l'entrepreneur, selon moi, c'est de bien connaître son marché et comment il se comporte. Et donc là, c'est de parcourir et de consulter différentes sources. Bien sûr, Google est l'une des sources, mais vérifiez toujours la source, c'est les fiables et d'actualité. Vous pouvez aussi consulter l'OFS, l'Office fédéral de la statistique, qui réalise énormément d'analyses. Après, il y a bien sûr les fédérations d'industrie qui publient des rapports de manière trimestrielle. Et enfin, il y a bien sûr tous les banques et les cabinets d'audit qui réalisent des études de marché que vous pouvez consulter. Et par rapport à ça, j'aime toujours avoir une analyse SWOT, une analyse thématique de comment est-ce que votre entreprise se positionne par rapport à un marché donné. Donc SWOT, c'est l'abréviation de Strengths, Weaknesses, Opportunities and Threats. Donc Strengths, c'est l'ensemble des forces que votre entreprise a sur un marché donné. Weaknesses, c'est l'ensemble des faiblesses. Et notamment pour une jeune entreprise, une des faiblesses, c'est d'avoir peut-être une trésorerie ou un cash flow un peu bas. Donc un manque de ressources et de liquidités. Enfin, Opportunities, c'est les opportunités que vous pourriez saisir pour développer votre entreprise ou les parts de marché que vous pourriez capturer. Et enfin, T, c'est Threats, c'est l'ensemble des menaces qui pourraient menacer la survie de votre entreprise pour aller de l'avant. Enfin, la stratégie, c'est de définir une stratégie qui est personnalisée à votre groupe cible. C'est clair qu'on ne va pas adopter le même langage si on souhaite toucher des jeunes de 16 ans qui jouent à Fortnite ou des gens de plus de 35 ans dont leur référence culturelle, c'est Friends. Donc ça, on va adapter, on veut parler leur langage pour pouvoir vraiment communiquer avec ces personnes-là. Enfin, le client idéal, c'est comment on développe cette stratégie avec ce client idéal, expliquer son modèle d'affaires, quels sont les facteurs impactants, comment est-ce que vous vous organisez, quelle est votre culture d'entreprise. Et enfin, d'expliquer aussi votre stratégie par rapport à votre concurrence, expliquer si c'est une concurrence qui est dite agressive, où leur seule volonté, c'est de vous mettre la clé sous la porte, ou c'est peut-être une concurrence dite collaborative qui souhaite accueillir des nouveaux entrants, mais peut-être pour les racheter par la suite.
Enfin, le point mort. Le point mort, c'est une manière de faire. Donc, c'est lorsque vous souhaitez avoir une entreprise qui a non seulement est profitable, mais qui a réussi à rembourser les investissements qui ont été exécutés dans le cadre de l'entreprise. Enfin, au niveau des actions, expliquez les actions marketing que vous souhaitez entreprendre pour pouvoir rendre votre projet visible, que les gens sachent que vous existez. Expliquez vos actions en termes de projet de développement à 2 ans, 5 ans, 10 ans, pour démontrer que vous êtes en mesure de développer votre activité. Les actions en termes de RH, quelles sont les personnes que vous souhaitez engager dans votre entreprise, à quel pourcentage. Enfin, des objectifs SMART, ces objectifs qui sont spécifiques, mesurables, atteignables, réalistes et qui s'inscrivent dans une ligne de temps. Et si vous ne devriez pas atteindre certains de ces objectifs, c'est d'expliquer quelles sont les actions qui y sont liées pour pouvoir continuer d'avoir le bateau qui va dans la bonne direction. Enfin, bien sûr, dans la planification financière, c'est d'avoir des projections financières entre 3 et 5 ans pour démontrer la viabilité financière de votre entreprise. Vous le faites par le biais d'un compte de résultat, par le biais d'un bilan. Et souvent, là, il faut démontrer une logique entre vos analyses de données par rapport à votre marché et votre client idéal, et finalement d'avoir une conclusion par rapport à ça. Pour une jeune entreprise, très important d'avoir un bon calcul du flux de trésorerie et du calcul de liquidité. C'est une raison principale de faillite des jeunes sociétés. Malgré un bon chiffre d'affaires, elles peuvent se retrouver dans une situation où un client ne paye pas dans les temps, mais par contre, un créancier, lui, exige le paiement et mettra la société aux poursuites. Donc, pour éviter ce genre de choses, on fait des calculs tels que le BFR, le besoin en fonds de roulement, pour s'assurer que la société a ce qu'il faut pour pouvoir assurer sa continuité. Donc par rapport à ça, par exemple, IFJ a un outil qui s'appelle le IFJ Business Plan Tool que vous pouvez utiliser pour simplifier l'ensemble de ces planifications financières qui permettent d'automatiser ces calculs. Enfin, un autre schéma que vous pouvez utiliser pour concevoir votre business plan, c'est le business model Canva. Personnellement, j'aime bien y voir une recette de cuisine où on a l'ensemble des condiments qu'on doit mettre ensemble pour pouvoir faire une bonne recette et que tout le monde apprécie. Donc, comment est-ce que, personnellement, j'utilise ce business model Canva? Je commence toujours avec le customer segment, le segment de consommateur, le groupe cible qu'on souhaite adresser. Donc, c'est à l'aide de post-it définir ce profil et on va coller ensuite le post-it dans le rectangle. Ensuite, c'est passer aux channels, donc les canaux, par le biais, comment est-ce qu'on va vendre et distribuer notre produit auprès de ce segment de consommateurs. Est-ce que c'est par le biais de e-commerce, de pop-up store? Est-ce que c'est de magasins physiques? C'est de choisir le canal le plus adapté à ce segment de consommateurs. Ensuite, la proposition de valeur, c'est de définir quelles sont vraiment les valeurs clés, enfin l'utilité clé qu'on souhaite vendre et promouvoir auprès de son segment de consommateur. Et là, je recommande de ne pas en avoir plus de 3 essentiels qu'on va vouloir vraiment avancer auprès de notre client. Et enfin, un customer relationship, c'est comment développer une confiance, une loyauté avec son client par le biais de différentes stratégies. Est-ce que c'est une newsletter? Est-ce que c'est un moyen de gamification? C'est de réfléchir comment on y arrive parce que ça fait référence à une autre notion qui s'appelle le coût d'acquisition client, qui est 2 choses, du temps et de l'argent. Et donc, si vous passez 6 mois à acquérir un client, la seule chose que vous souhaitez, c'est qu'il revienne chez vous. Donc, en gros, c'est de se poser la question, comment est-ce que je peux être sympa envers lui pour qu'il revienne? Donc, ces 4 premières catégories, c'est ce qu'on appelle la désirabilité. Puis après, on passe sur le côté gauche et notamment de définir déjà votre activité clé. Donc, de key activities. Et donc, c'est de savoir quelle est l'activité opérationnelle clé que vous allez faire fonctionner au niveau de votre entreprise, ce qui influence directement votre ressource clé et vos partenaires clés. Et donc, dans les ressources clés, c'est par exemple la matière première que vous devez acheter pour pouvoir manufacturer votre produit. Ou les partenaires clés, c'est les fournisseurs avec lesquels je dois collaborer pour pouvoir manufacturer mon produit. Et donc, tout ça, ça me permet de voir rapidement qu'est-ce qui pourrait être impactant au niveau de mon entreprise. Enfin, au niveau de la structure de coûts, c'est de distinguer les coûts fixes et les coûts variables. Au niveau des coûts fixes, c'est les coûts dont je ne peux pas me passer pour faire fonctionner mon entreprise. Donc ça, je dois les lister. Ils sont vraiment très, très importants. Et les coûts variables, c'est ceux qui
qui se présentent de manière un petit peu plus spontanée, mais que je dois quand même prendre en compte pour faire fonctionner mon entreprise. Et donc, c'est avoir cette vision au niveau de la structure de coûts. Et enfin, revenue stream, c'est les sources de revenus. Comment est-ce qu'on génère du chiffre d'affaires au niveau de son entreprise pour pouvoir financer tout ce petit monde. Donc voilà. Alors, à nouveau, à l'aide de post-it, on va vouloir détailler chacune de ces catégories. Et le but, c'est de trouver vraiment la recette la plus optimale et qui peut fonctionner sur le long terme. Et bien sûr, quand on commence, on doit réfléchir comment est-ce qu'on va financer ça dès le départ. Alors, on distingue les capitaux étrangers et les capitaux propres. Dans le cas des capitaux propres, on a notamment les fondateurs qui peuvent financer le départ de leur entreprise, notamment par le biais de leurs épargnes ou de leur économie. Bien sûr, il peut y avoir l'avance ou héritage, chose importante, faites toujours un contrat pour 2 raisons, la fiscalité et pour éviter des ennuis avec les autres héritiers. Vous pouvez faire aussi des prêts à la société et le 2e et 3e pilier peut être retiré, mais uniquement dans le cadre d'une raison individuelle. Enfin, si on parle plus de start-up, on va parler de business angels ou de venture capitalists. Les business angels sont des gens qui accompagnent, on va dire, au niveau d'un rôle de mentor des jeunes entrepreneurs dès le départ d'une jeune entreprise, alors que les venture capitalists vont intervenir un petit peu plus tard, avec surtout des attentes de performance au niveau de la société. Et donc là, il y a beaucoup plus de pression envers des venture capitalistes. Enfin, les 5 F, Family, Friends, Fools, Founders and Foundation. Bien sûr, il y a les amis, il y a la famille qui peut contribuer au niveau d'une société. À nouveau, je recommande de faire un contrat, pas par manque de confiance, mais juste pour un souci de clarté et éviter des malentendus. Enfin, les fools, ce n'est pas les fous, mais ces gens peut-être un peu naïfs, à qui vous pouvez demander, ils vous aiment bien, ils aiment votre projet, et ils sont prêts à y contribuer sans poser trop de questions. Comme vous l'imaginez, ce genre de gens sont assez rares. Enfin, après, bien sûr, on a les fondations. Les fondations, en Suisse, il y en a beaucoup. Il y a même une base de données de la Confédération que vous pouvez consulter pour voir si le but de cette fondation pourrait correspondre à votre projet et du coup le soutenir. On a aussi les concours de plan d'affaires ou les hackathons. On a notamment VentureKick qui peut financer des projets jusqu'à 150 000 francs. On a des concours de business plan dans les universités, souvent où il y a des prix à la clé. Et enfin, il y a les hackathons. Les hackathons, c'est des marathons de création d'entreprise où le temps d'un week-end, on passe à analyser un projet, à développer un prototype et finalement à le présenter auprès d'un jury. Et si on le remporte, on peut remporter des prix, mais surtout une excellente expérience. Enfin, au niveau du crowdfunding, c'est des plateformes de financement participatif qui permettent de financer dès le début d'un projet certains produits. Donc tout dépend de la plateforme. Il faut bien identifier si la plateforme correspond à votre projet. WeMakeIt, ça sera plus pour des projets, on va dire, de charité. Kickstarter, ça sera plus dans des domaines de technologie ou de créativité. Donc, c'est important vraiment d'avoir cette idée de la communauté qui est représentée sur une campagne crowdfunding, tout en sachant que ça nécessite beaucoup de préparation, de préparer des visuels, préparer vraiment de savoir à qui vous allez parler, parce que vous avez un nombre limité de jours pour pouvoir réussir votre campagne. Enfin, les associés stratégiques, c'est quelque chose auquel on pense moins, mais c'est tout simplement d'avoir des comptes prestations entre clients ou fournisseurs pour pouvoir développer son entreprise sans dépenser d'argent. Et donc ça peut aider beaucoup d'entrepreneurs s'ils sont un peu en manque de moyens. Enfin, les banques, c'est clair que les banques, ce ne sera pas forcément les meilleurs partenaires pour des jeunes entreprises. Elles vont exiger en 2 et 3 bilans pour donner une ligne de crédit. Néanmoins, dans certains cas, elles peuvent financer, mais elles demanderont des garanties. Et c'est là où, par exemple, le cautionnement roman pourrait intervenir pour cautionner un prêt d'une banque. Enfin, il y aura aussi Microcrédit Solidaire qui peut prêter jusqu'à 30 ou 40 000 francs, tout dépend des projets, mais qui requiert un dossier de l'équivalent d'un dossier bancaire. Enfin, au niveau des formes juridiques, donc là, on a les 3 formes juridiques les plus importantes en droit suisse. Donc la raison individuelle, la SARL et la SA. Bien sûr, il y en a d'autres, mais ça, c'est les plus courantes. Donc la raison individuelle, on appelle ça aussi une société de personnes, parce que c'est directement lié à l'entrepreneur, qui est une personne physique, et dont la responsabilité est directe.
Dans le cas d'une SARL ou d'une SA, on appelle ça aussi société de capitaux. C'est des personnes morales, hein, c'est-à-dire qu'elles ont une existence indépendante de la personne physique et dont la responsabilité est limitée au capital de la société. Une des premières étapes pour créer son entreprise, bien sûr, c'est le nom de l'entreprise. Donc, en fonction des formes juridiques, il y a quelques conditions qu'il faut retenir. Dans le cas d'une raison individuelle, l'une des premières conditions, c'est que vous devez vous inscrire au registre du commerce à partir de 100 000 francs de chiffre d'affaires. En dessous de ce montant, vous n'avez aucune obligation de vous y inscrire. Néanmoins, vous pouvez. Et donc, dès le moment où vous vous inscrivez au registre du commerce, vous avez des conditions aussi à respecter. L'une d'elles, c'est notamment d'utiliser son nom de famille dans le cadre du nom de l'entreprise. Et si ce nom de famille est déjà protégé ou est assez générique, ben, il faudra le préciser avec l'activité commerciale qui est menée dans le cadre de l'entreprise. Et dès le moment où le nom de l'entreprise est enregistré, donc celui-ci sera avec une protection qui est dite régionale. Là, nous sommes à Genève, donc ça sera plus ou moins dans la région de Genève. Mais il est possible que quelqu'un ait un nom similaire sur Zurich ou les Grisons. Enfin, au niveau des sociétés de capitaux, on peut être un peu plus fantaisiste. Néanmoins, il faudra toujours faire intervenir l'abréviation de la forme juridique dans laquelle la société a été incorporée. Si c'est une société anonyme, ça sera SA. Si c'est une société à responsabilité limitée, ça sera une SARL. Et si c'est en allemand, ben GmbH pour une SARL, AG pour une SA. Et vous pouvez aussi le faire en anglais, donc LTD pour une SA ou LLC pour une SARL. Donc là, à nouveau, vous pouvez être un peu plus fantaisiste, mais gardez toujours en tête de ne pas être trop générique ou de ne pas prêter à confusion. Typiquement, vous ne pourrez pas avoir le nom Nestlé parce que vous ne représentez pas officiellement Nestlé dans le marché. Et enfin, je vous rends attentif aussi que le nom de l'entreprise, ce n'est pas la marque, c'est deux choses différentes. Le nom de l'entreprise, c'est quelque chose qui est régi par l'ordonnance du registre du commerce, alors que la marque, c'est quelque chose qui est régi par la propriété intellectuelle et la Convention de Nice. Donc c'est vraiment deux choses différentes. Vous devez créer votre entreprise et par le biais de cette entreprise, vous pouvez avoir la propriété d'une marque. Ou une personne physique peut être aussi propriétaire d'une marque. Donc, faites attention de ne pas confondre ces deux notions de nom d'entreprise et de marque. Parlons maintenant de la marque. Donc, c'est vraiment le nom qui va permettre de vous différencier par rapport à vos concurrents sur un marché par rapport à vendre votre produit ou votre service. Ça fait partie de votre identité. Et donc, pour vérifier, bien sûr, la disponibilité de votre marque, il faudra aller vérifier Swissreg, qui est l'autorité fédérale de la propriété intellectuelle, et voir si personne d'autre a protégé cette marque. Tout en sachant que la marque est régie par la Convention de Nice, qui prévoit des classifications de Nice, c'est-à-dire des catégories dans lesquelles vous pourrez enregistrer votre marque, soit en fonction d'une orthographe, soit en fonction d'un logo, soit en fonction d'une couleur, ou même de la prononciation de la marque. Enfin, dans le cas de votre identité, il y a aussi le nom de domaine, donc l'URL de votre site Internet, qui peut être protégé. Ce n'est pas protégé comme la propriété intellectuelle, c'est un droit d'utilisation, donc vous devez acheter une licence pour pouvoir disposer du nom de domaine. Et enfin, tout ce qui concerne aussi les réseaux sociaux, là, il suffit tout simplement d'ouvrir un compte sur l'une de ces plateformes pour pouvoir disposer du nom. Enfin, juste un récapitulatif par rapport à cette propriété intellectuelle. On a le droit d'auteur qui est automatique, c'est-à-dire que dès le moment où vous allez faire un écrit littéraire, un travail artistique ou coder un programme informatique, ça va tomber dans le cadre du droit d'auteur. C'est-à-dire que quiconque souhaiterait utiliser votre œuvre ou le copier doit vous demander l'autorisation pour pouvoir l'utiliser. Si vous ne donnez pas l'autorisation, ça va enfreindre votre droit d'auteur. Et donc, vous pouvez l'attaquer en justice. Et ce droit s'étend aussi après votre décès, jusqu'à 50 ans pour les programmes informatiques et jusqu'à 70 ans pour les autres types de travaux. Tout en sachant qu'en théorie, c'est un concept qui est sympa, mais en pratique, c'est un petit peu plus compliqué parce qu'il faut prouver à quel moment l'œuvre a été effectivement créée. Et donc là, il peut y avoir des problèmes de justification.
Enfin, au niveau de la propriété intellectuelle enregistrée, donc on a d'une part les designs. Et pour pouvoir enregistrer un design, c'est tous les dessins, modèles qui ont un aspect distinctif et un aspect de nouveauté. Et donc dans ce cadre-là, on peut avoir une première protection de 5 ans, renouvelable 5 fois, donc une protection maximale de 25 ans. Dans le cas des brevets, soyez attentifs pour pouvoir, avant de déposer un brevet, n'en parlez pas de manière publique. Autrement, ça sera considéré du domaine public. Et donc, quand vous faites une demande de brevet, vous devez déjà démontrer que c'est une innovation technique qui peut être industrialisée. Et donc, le processus souvent d'acceptation d'un brevet peut prendre du temps, jusqu'à 2 ou 3 ans. Pendant cette période, vous pouvez le commercialiser, vous pouvez en parler, mais vous ne pouvez pas interdire autrui de l'utilisation du brevet. Vous pouvez le faire seulement à partir du moment où vous avez reçu la décision de l'autorité de la propriété intellectuelle. Et donc, dès le moment où vous avez reçu la décision, c'est une protection de 20 ans. Unique. Par rapport aux marques, je vous ai expliqué, la seule chose auquel il faut être attentif, si vous n'utilisez pas votre marque dans le cadre de votre activité commerciale, celle-ci retombera dans le domaine public. Néanmoins, c'est une protection en principe de 10 ans que vous pouvez renouveler jusqu'à l'infini. La seule chose auquel il faut toujours garder en tête par rapport à cette propriété intellectuelle, c'est qu'on souhaite interdire un but commercial par autrui, mais c'est un 3 coups. Un premier coup, c'est de déposer et donc de protéger sa propriété intellectuelle. Ensuite, c'est de surveiller que personne n'enfreint son droit, et souvent il faut engager un cabinet de propriété intellectuelle. Et enfin, si le droit devrait être enfreint, c'est d'engager des avocats et donc d'ouvrir une procédure judiciaire. Maintenant, parlons de la création en tant que telle. Donc, il faudra bien sûr choisir un siège, c'est-à-dire une commune de domicile qui sera inscrit dans les statuts, en tout cas pour une SA et une SARL, et bien sûr affilié à un canton de domicile. Tout en sachant qu'en Suisse, il est indispensable d'avoir une adresse physique, donc dès le moment où nous sommes inscrits au registre du commerce. Pourquoi c'est important? Parce qu'on doit être en mesure de pouvoir vous trouver si quelque chose de grave devrait se passer dans le cadre de l'activité commerciale de l'entreprise. Et il est aussi possible de domicilier votre société auprès d'autrui. Et si vous souhaitez le faire, il faudra requérir une déclaration d'acceptation de la personne qui domicilie la société. Enfin, vous avez domicilié votre société, disons que vous l'avez domicilié à votre domicile personnel, il faudra indiquer le nom de l'entreprise avec une étiquette spécifique, donc vous aurez votre nom, prénom et en dessous le nom de l'entreprise qui a été enregistrée au registre du commerce. Ça, c'est aussi une condition obligatoire. Enfin, soyez attentifs si vous faites à votre domicile personnel. Vous pourriez être un peu inquiété par votre régie, notamment au niveau de l'affectation de votre bail. En principe, vous avez une affectation qui est personnelle, donc vous devez avoir un usage qui est personnel. Et si vous commencez à avoir une entreprise et que vous avez des machines, et puis que vous commencez à travailler avec ces machines, que vous faites trembler tout le bâtiment, vous faites un abus de votre bail parce que vous allez à l'encontre de votre affectation. Donc là, la régie pourrait résilier immédiatement votre bail pour juste motif. Quels seraient, par exemple, ces abus? Je vous l'ai dit, c'est d'avoir une machine qui n'est pas conçue pour être dans un appartement, mais ça peut être aussi un trop grand nombre de rendez-vous ou peut-être une utilisation trop intense d'une connexion Internet. Enfin, au niveau du choix du siège, vous pouvez toujours favoriser la location de bureau ou votre domicile personnel. Posez-vous toujours la question par rapport à cette affectation commerciale. Vous pouvez bien sûr demander à une régie de changer l'affectation de votre bail pour que ce soit un bail commercial. Enfin, nous, ce qu'on recommande, c'est la simplicité. Vous aurez quand même une gestion administrative de votre entreprise, donc essayez de le suivre aussi bien que possible. Et favoriser des régions avec des associations de branches et de professions qui peuvent être favorables à votre entreprise, tout en sachant, et c'est l'aspect de l'autorisation. En Suisse, nous avons des professions qui sont réglementées, soit au niveau cantonal, soit au niveau fédéral. Et donc, si c'est au niveau fédéral, la base juridique est commune à toute la Suisse. Néanmoins, si c'est au niveau cantonal, il faudra vérifier certaines bases juridiques cantonales pour vérifier s'il n'y a pas des spécificités. Et donc ça, c'est important aussi à vérifier lorsque vous souhaitez domicilier votre entreprise. Maintenant, passons au choix de la forme et quelques questions à se poser.
Une des premières questions, c'est d'abord les risques liés à votre entreprise. Bien sûr, un risque commun à toutes les entreprises, c'est un risque qui est financier, par rapport aux débiteurs ou aux créanciers. Mais après, il peut y avoir aussi des risques qui sont spécifiques à votre activité. Et c'est savoir si vous êtes en mesure de répondre personnellement des dettes ou des dommages qui ont été causés dans le cadre de l'activité commerciale. Pourquoi c'est important? Donc, comme je l'ai dit précédemment, une raison individuelle, vous devez répondre personnellement et de manière directe des dommages et des dettes de l'entreprise. Et donc, c'est ça. Donc on va vous rechercher sur votre fortune personnelle pour pouvoir rembourser ces dettes. Alors que dans une cas d'une SA ou une SARL, cette responsabilité est limitée au capital. Donc, on ne peut pas vous rechercher pour plus que ce que vous avez mis dans l'entreprise, avec la seule exception que si vous êtes un administrateur ou un directeur de l'entreprise, on pourrait vous rechercher pour une partie des dettes si on arrive à démontrer que vous avez fait une faute grave. Enfin, dans le cas du montant de capital qui est nécessaire, dans le cas d'une société, une raison individuelle, il n'y a pas besoin de capital. SARL, c'est 20 000 francs et une SA, c'est 100 000 francs. Mais je vais détailler un petit peu plus ces points-là dans la prochaine slide. Enfin, posez-vous la question si vous êtes seul ou en équipe. Si vous êtes seul, la raison individuelle conviendra très bien. Mais dès le moment où vous l'êtes plusieurs, ça va être un peu plus compliqué parce que la raison individuelle ne donne pas la possibilité d'avoir des parts. Et donc, lorsque nous sommes une équipe, il est important de bien se répartir. Donc là, il faudra plutôt favoriser soit une société en nom collectif, soit une SA ou une SARL. Et si vous avez besoin d'investisseurs, il est assez clair que vous devez favoriser une SA ou une SARL, tout en sachant que la SA est le véhicule privilégié pour les investisseurs. Enfin, posez-vous la question si vous devez retirer votre deuxième ou troisième pilier, tout en sachant que c'est uniquement disponible pour la raison individuelle. Enfin, le paiement de salaire et l'engagement de collaborateurs, ce n'est pas forcément impactant dans votre choix, parce que lorsque vous êtes dans une société de capitaux et que vous versez un salaire, vous êtes automatiquement un employé de votre propre société. Et dans le cas d'une raison individuelle, il n'y a pas de restriction de l'engagement de collaborateurs, donc vous pouvez y aller, vous pouvez engager des gens sans problème. Enfin, maintenant, il y a ce statut qui est important, c'est le statut de travailleur indépendant. Et donc, la caisse de compensation, l'AVS, va vérifier plusieurs conditions. La première condition, c'est si vous travaillez en votre propre nom, c'est si vous êtes indépendant au niveau de vos horaires, votre organisation, et si vous assumez vos propres risques. Pour pouvoir prouver ces différentes conditions, vous devez être en mesure de prouver d'une part que vous gagnez 2 300 francs par année civile, et d'autre part que vous avez entre 3 et 6 mandats, clients différents dans le cadre de votre activité. Pour pouvoir être reconnu, donc vous téléchargez le formulaire de la caisse AVS, vous le remplissez et vous soumettez votre dossier qui analysera au cas par cas votre situation. Si vous êtes reconnu, donc là vous allez avoir des cotisations aux assurances sociales et ensuite c'est là en fait que vous pourrez retirer votre deuxième pilier dans les 12 mois suivant la décision de l'AVS. Après ces 12 mois, vous ne serez plus en mesure de retirer votre deuxième pilier. Enfin, les fondateurs d'une SA ou une SARL ne sont pas considérés comme des travailleurs indépendants, mais des employés de leur propre société. Juste un récapitulatif par rapport à ces trois formes juridiques. Donc, au niveau du capital, on en a parlé, 0 pour la raison individuelle. Pour la SARL, c'est 20 000, qui peut être réalisé soit sous la forme d'apport en liquide, soit de l'apport en nature, tout en sachant que l'apport en nature doit être évalué par un auditeur certifié. Enfin, l'ASA, donc c'est les 100 000 francs, mais avec l'exception des 50 000 francs qui doit être sous la forme d'apport en liquide et entièrement libéré, ces 50 000 francs. Les 50 autres 1000 francs, vous devez y souscrire, mais vous n'aurez pas besoin de les verser immédiatement, à moins que vous soyez dans une situation de faillite ou de liquidation de la société où vous devrez ces 50 autres 1000 francs. Enfin, au niveau de la responsabilité, les personnels pour raison individuelle, limité au capital pour les sociétés de capitaux. On a parlé du nom de l'entreprise, nombre de personnes nécessaires, une personne dans tous les cas. Ensuite, les participations, il n'y en a pas dans la raison individuelle. On parle de part sociale dans la SARL, où la part sociale minimum, c'est 100 francs. Et il y a un aspect de publicité dans la transmissibilité des actions d'une SARL, ce qui n'est pas le cas d'une SA, où il y a une caractéristique où on peut anonymiser l'identité des actionnaires.
Enfin, la révision, c'est le fait de pouvoir réviser les comptes d'une société. Ce n'est pas nécessaire pour une raison individuelle. C'est obligatoire pour une SA ou une SARL, à moins qu'on ait moins de 10 employés à temps plein. Et dans ce cadre-là, il faudra préciser dans les statuts de la société qu'on ne souhaite pas être révisé. Au niveau des impôts, on a une déclaration de personne physique pour la raison individuelle, déclaration de personne morale pour la SA et la SARL. Et enfin, au niveau des avantages et des inconvénients, la raison individuelle a l'avantage d'avoir peu de réglementation, le fait de pouvoir retirer ses deuxième piliers. Par contre, elle manque de crédibilité, elle a cette responsabilité qui est directe, donc elle est un peu plus compliquée à gérer de ce point de vue-là. Enfin, la SARL, elle a un point capital qui est un petit peu moins élevé de départ. On a cette responsabilité limitée. Par contre, il y a l'aspect de double imposition et il y a l'aspect de respecter le droit des sociétés par rapport à tout ce qui est assemblée générale, conseil de gérance et auditeur. Enfin, l'ASA, c'est assez similaire, tout en sachant qu'il y a une très bonne image de l'ASA au niveau de sa reconnaissance, cette responsabilité limitée, le fait qu'on peut anonymiser les actionnaires, mais par contre, il y a des aspects de double imposition et de droit des sociétés également. Ça, c'est les autres formes juridiques qui existent aussi en droit suisse. On a la société en nom collectif. Dans le cadre-là, c'est un minimum de 2 associés qui doivent inscrire la société au registre du commerce et qui ont une prohibition de se faire concurrence. Société en commandite, ça existe quasiment plus, mais c'est un hybride entre une responsabilité personnelle et avec des parts. L'association peut être inscrite au registre du commerce, tout en sachant que l'ensemble des revenus générés dans l'association doivent y revenir, donc on ne peut pas distribuer de dividendes. La société coopérative, un minimum de 7 associés, et la société doit être inscrite au registre du commerce. Et la fondation, c'est un capital minimum de 50 000 francs, où il faut définir un but idéal pour pouvoir la créer, tout en sachant que vous êtes surveillé par la Confédération, parce qu'il y a des privilèges fiscaux. Maintenant, au niveau des exigences formelles pour la création, au niveau du nom de la société et du siège et du domicile, ça fait partie des exigences communes. Et enfin, il faudra définir un but. Le but, c'est vraiment l'activité qui sera menée dans le cadre de cette activité. Et donc, il faut le préciser de manière suffisamment précise pour que ça soit accepté par le registre du commerce. Néanmoins, ne le faites pas de manière trop précise. Autrement, vous allez aussi limiter votre activité commerciale. Enfin, au niveau des sociétés de capitaux, il y a des conditions supplémentaires, il y a les statuts qui sont les règles de vie de l'entreprise. Donc là, nous, ce qu'on nous recommandons, c'est des statuts standards parce qu'il faut savoir que c'est un document aussi qui sera public. Et donc, si vous souhaitez régler certaines choses de manière plus spécifique entre partenaires, privilégiez plutôt une convention d'actionnaires. Enfin, répartition du capital et montant départ, il est important de bien le définir dans le cadre de la création de l'entreprise. Il faudra aussi ouvrir un compte de consignation et sur lequel il faudra verser l'argent nécessaire pour la création de l'entreprise. Tout aussi longtemps qu'il n'y a pas l'argent sur le compte, vous ne pourrez pas créer l'entreprise. Enfin, il faudra définir les personnes qui sont responsables de la gestion, c'est-à-dire le gérant, dans le conseil de gérance, l'administrateur dans une SA. Et s'il y a plusieurs personnes, il faudra définir le président du conseil de gérance ou le président du conseil d'administration, qui en principe a un droit de vote supplémentaire, que vous pouvez aussi éliminer, mais que je ne recommande pas. La révision des comptes, on en a parlé. La Lex Friedrich, c'est une loi que vous devez prendre connaissance et signer, qui vous interdit de constituer une société pour faciliter l'achat d'immobilier par des étrangers en Suisse. Donc c'est important à savoir. La déclaration Stampa, c'est une loi aussi que vous devez lire et signer, qui vous interdit d'avoir des avantages par le biais de votre entreprise, notamment par le biais d'apports en nature déguisés. Et enfin, le droit de timbre, c'est un impôt qui s'applique uniquement aux sociétés avec un capital de fondation de plus d'1 million, auquel on impose à 1% le capital de l'entreprise. Ça n'arrive pas tous les jours. Enfin, au niveau de la gestion, donc c'est peut-être la partie la moins fun d'une gestion d'entreprise, mais c'est le système des assurances sociales.
Donc les chiffres que je vous présente, c'est les chiffres pour 2020. Ce qu'il faut savoir, c'est que ces chiffres sont mis à jour chaque année. Donc la prochaine mise à jour aura lieu le 1er janvier 2021. Dans le cas d'une raison individuelle et d'un propriétaire d'une raison individuelle, et si celui-ci est reconnu comme travailleur indépendant, il aura une cotisation maximale de 9,95% à l'AVS. Enfin, au niveau, si il n'est pas reconnu comme travailleur indépendant et qu'il gagne moins de 9 500 francs par année, il y a toujours une contribution forfaitaire de 496 francs. Vous me direz, mais pourquoi parcourir ces éléments? Parce que si vous ne payez pas vos assurances sociales, eh ben, vous allez recevoir un premier recommandé, un deuxième recommandé, et la troisième fois, c'est la police qui vient toquer à votre porte, qui vous amène pour un beau petit séjour. Donc soyez toujours attentifs, et ça fait partie de se lancer sur des bonnes bases, c'est de bien gérer votre administratif. Enfin, et ça c'est un des désavantages de la raison individuelle, vous n'aurez pas droit à des allocations chômage. Enfin, pour la caisse de pension, c'est facultatif, c'est-à-dire que c'est à vous de décider si vous souhaitez vous y affilier. La même chose pour le troisième pilier. La seule différence, c'est que si vous souhaitez vous affilier à une caisse de pension, du coup, votre montant déductible au troisième pilier va être modifié et il ne sera plus que de 6 826 francs par année. Et dans le cadre d'une assurance accident professionnel et non professionnel ainsi qu'une indemnité en cas de maladie, c'est également facultatif. Enfin, dès le moment où vous engagez un employé, vous avez un contrat de travail avec cette personne, vous devrez cotiser, bien sûr, au premier pilier à un taux de 10,55% réparti entre l'employeur et l'employé. Vous devrez bien sûr cotiser à l'assurance chômage à un taux de 2,2% jusqu'à 148 200. Au-delà de ce montant, ça sera 1%. Enfin, la caisse de pension, c'est aussi obligatoire et l'employeur doit cotiser un minimum de 50% à partir de 21 330 francs de salaire brut. Au niveau de l'assurance accident professionnel et non professionnel, c'est également obligatoire, à moins que votre employé travaille moins de 8 heures par semaine, à moins qu'il y ait une convention collective de travail qui vous y oblige, typiquement dans la construction. Enfin, au niveau des indemnités en cas de maladie, également facultatif, à moins convention collective de travail. Et pour le troisième pilier, c'est exactement la même chose. Donc, un maximum déductible de 6 826 francs par année. Pour les employés d'une SA et une SARL, c'est exactement la même chose. Et aussi pour vous, les fondateurs d'une SA et une SARL, vous ne pouvez pas vous payer moins ou contribuer moins aux assurances sociales parce que c'est votre propre société. Ne le faites pas, autrement vous aurez des problèmes. Vous devrez contribuer au même montant. Le seul avantage que vous avez, c'est que vous avez un peu plus de flexibilité pour décider comment est-ce que vous souhaitez affilier votre société à une caisse de pension. Enfin, au niveau des assurances d'entreprise, il y en a plusieurs. Donc, il y a les assurances de choses, marchandises et installations, brise-glace et perte d'exploitation. Perte d'exploitation peut être très important, notamment lorsque nous sommes en raison individuelle. Comme je l'ai expliqué, vous n'aurez pas droit à des allocations chômage. Mais si vous avez une assurance en perte d'exploitation, ça peut vous assurer en tout cas une partie de votre chiffre d'affaires pendant les travaux de réhabilitation de votre outil de travail. Enfin, bien sûr, les assurances privées interviendront dans les assurances collectives et la LPP. Et enfin, vous pouvez aussi considérer les assurances globales pour les véhicules lorsque vous avez notamment plusieurs employés qui utilisent des véhicules. Enfin, il peut y avoir aussi des assurances en ce qui concerne les garanties de loyer pour un bail commercial, tout en sachant que les cautions pour un bail commercial sont beaucoup plus importantes qu'un bail à loyer personnel. Et enfin, aujourd'hui, avec le développement notamment de la GDPR et de la LPD, donc la loi de protection des données, il y a des assurances, cyberassurances pour vous prévenir d'attaques sur votre base de données. Il y a aussi des assurances sur les machines, le transport. Je vous donne l'exemple, si vous devez aller voir une foire, vous devez assurer cette marchandise qui sort du pays. Tout d'abord, vous devez faire ça par le biais d'un carnet ATA. C'est des chambres de commerce qui vont déterminer la valeur de la marchandise et en fonction de ce carnet ATA, ça sera assuré par l'assurance. Au niveau de la fiscalité,
Donc, on distingue bien sûr la déclaration de personne physique dans le cas d'une société de personnes, donc la raison individuelle, où on va imposer un taux progressif, avec l'avantage dans le cas d'une raison individuelle de déduire l'ensemble des charges qui sont liées à l'activité commerciale de l'entreprise. Mais c'est une déduction qui est plus limitée que dans le cas d'une société de capitaux, où là, nous avons une déclaration de personne morale, où on va imposer uniquement les bénéfices de l'entreprise. On a deux taux. Un taux fédéral à 8,5%, qui est un taux fixe, auquel on ajoute l'impôt cantonal, qui varie entre 12 et 24% dans les cantons. Typiquement, dans le canton de Genève, c'est 13,79%. Et enfin, on pourrait aussi imaginer que dans certains cantons, un impôt sur le capital qui varie entre 0,1 pour 1000 à 0,5%. Enfin, il y a la problématique dans le cadre des sociétés de capitaux de la double imposition. Qu'est-ce que c'est? C'est d'une part, on va imposer les bénéfices de l'entreprise et lorsqu'on souhaite distribuer des dividendes à nos actionnaires, ces dividendes seront à nouveau imposés étant donné que c'est considéré comme du revenu. Et donc ça, il faut le prendre en compte lorsqu'on calcule aussi la distribution des dividendes avec ses actionnaires. Enfin, la TVA. La TVA, c'est la taxe sur la valeur ajoutée. Donc, il est obligatoire de s'y inscrire à partir de 100 000 francs de chiffre d'affaires. En dessous de ce montant, il n'y a pas d'obligation. Par contre, vous ne pourrez pas déduire la TVA qui vous est facturée par vos fournisseurs. Maintenant, imaginons que vous êtes inscrit. Vous devez donc tenir un décompte périodique. C'est la responsabilité de l'entreprise de tenir ce décompte. Et vous devez facturer cette TVA à vos clients. Donc, vous facturez toujours une facture nette auquel vous rajoutez le taux correspondant. En Suisse, on a 3 taux. On a 7,7% sur l'ensemble des produits et des services. On a ensuite 3,7% sur l'ensemble du secteur de l'hôtellerie et de l'hébergement, puis enfin 2,5% sur l'ensemble des produits et des services dits essentiels, typiquement nourriture ou certains médicaments. Dans ce processus de création de valeur, il est important, et c'est la raison pour laquelle on a des décomptes périodiques, de bien tenir compte de cette comptabilité de la TVA, parce qu'il est possible que dans une première période, vous allez acheter beaucoup de marchandises, donc vous allez payer vous allez souffrir de la TVA. Donc dans ce cadre-là, l'autorité vous devra de l'argent. En revanche, la période suivante, vous avez manufacturé votre produit, vous l'avez vendu auprès de votre client, et dans ce cas de figure, vous devrez l'impôt auprès de l'autorité de la TVA. Enfin, au niveau de la comptabilité commerciale, dès le moment où vous êtes inscrit au registre du commerce, vous devrez tenir compte de l'ensemble des pièces comptables de votre entreprise. Donc, il s'agit des offres, des ordres, des factures, mais aussi un inventaire dont la régularité dépend de vous. Et dans le cas des sociétés de capitaux, il faudra être attentif au ratio d'endettement et des dettes. Donc là, j'attire votre attention sur deux notions, la perte de capital et le surendettement. Dans le cas de la SA, c'est les articles 725 alinéa 1 et 725 alinéa 2. Enfin, vous devrez établir un bilan et aussi un compte de résultat selon les bonnes pratiques comptables, donc selon plus ou moins une comptabilité simplifiée. Néanmoins, dès le moment où vous atteignez 500 000 francs de chiffre d'affaires, vous devrez tenir compte d'une comptabilité en suivant les règles du Code des obligations du droit suisse. Enfin, l'ensemble de ces documents et de ces justificatifs devront être conservés pendant une durée de 10 ans, soit dans des classeurs fédéraux, soit aujourd'hui sur des serveurs en cloud qui est autorisé par la loi. Enfin, par rapport à cette comptabilité, moi, ce que je vous recommande, c'est de toujours tenir une comptabilité. Vous en aurez toujours besoin. Tenez toujours compte de ça parce que ça fait partie vraiment de votre viabilité financière en tant qu'entreprise. Et soyez extrêmement discipliné par rapport à ça. Et si vous n'avez pas les compétences, demandez à une fiduciaire ou essayez d'avoir un logiciel de comptabilité qui permet de le tenir facilement. Voilà, j'arrive à la fin de cette présentation. J'espère que ça vous a convenu et je vous souhaite énormément de succès dans vos aventures entrepreneuriales. Douglas, merci beaucoup pour cette masterclass qui était complète et ultra synthétique. J'imagine que cette masterclass peut vraiment être utilisée comme un outil pour tout jeune entrepreneur qui veut se lancer, en tout cas dans les premières phases de création d'un business. Je pense vraiment que cette masterclass peut être utilisée comme un outil. Du coup, merci beaucoup pour le temps que vous nous avez donné ici à eSpace.
Vous savez, on est en direct, on reçoit des questions. Oui. Et maintenant, on a à peu près une dizaine de minutes pour pouvoir discuter Parfait. par rapport à ces questions, soit des internautes ou soit de moi que j'ai préparé en avance. Parfait. Vous avez beaucoup parlé du business plan. Oui. Aujourd'hui, typiquement, j'ai reçu une intervenante juste avant qui nous disait qu'elle n'utilisait pas du tout les business plans. Oui. C'est quelque chose d'extrêmement controversé, si je peux dire, dans le sens où il y a des pour et il y a des contre. Souvent, les contre disent que c'est une vision beaucoup trop utopiste. On essaie de prévoir des choses qui ne sont trop dans le futur, prévoir des ventes alors qu'on n'a même pas commencé le business, ça peut être assez dur. À quel degré d'importance, selon toi, c'est une question personnelle, faudrait suivre un business plan? Je dirais qu'il faut distinguer déjà si vous avez une expérience dans le cas de la création d'entreprise. Si vous avez déjà une expérience dans la création d'entreprise, peut-être qu'un business plan sera un document trop long, parce qu'on sait qu'un plan sera amené à changer, surtout lorsqu'on arrive sur un marché. Néanmoins, pour une personne novice, c'est sa première entreprise, je pense que c'est un bon outil pour vraiment se faire la main, avoir une certaine systématique dans la tête, pour ne pas oublier certains éléments de son entreprise. Donc ça, c'est quelque chose que je recommanderais pour des personnes qui se lancent peut-être pour la première fois, pour vraiment être attentifs. Pour des personnes qui ont déjà peut-être un background en business, c'est clair que le business plan, personnellement, moi, je l'utilise très peu. J'utilise surtout des pitch decks où, par le biais de ces différentes slides, je vais parcourir les éléments essentiels d'une entreprise, mais j'ai déjà certains automatismes qui me permettent de détecter certains problèmes. Donc je dirais, pour quelqu'un qui est novice, le business plan est recommandé. Pour quelqu'un qui est peut-être un peu plus expérimenté, je recommanderais soit de travailler avec un pitch deck ou juste un executive summary. Ok, merci beaucoup pour cette réponse. Peut-être une question que les spectateurs se posent, ou en tout cas des entrepreneurs qui sont au début d'un business. À partir de quand faudrait prendre une forme d'entreprise? Après ou avant les premières ventes d'un produit? Bon, c'est spécifique à chaque entreprise. Il y a des entreprises qui ont besoin d'énormément de financement pour pouvoir créer un produit et ensuite le vendre. Et donc, dans ce cadre-là, peut-être une forme juridique sera recommandée pour protéger leurs responsabilités. Mais d'habitude, moi, je dirais qu'il est préférable de tester déjà un peu son idée, de voir s'il y a une traction avant de créer une entreprise, parce que ça engendre des frais. Un peu pour rebondir sur cette réponse, selon toi, selon ton expérience, est-ce que tu penses que c'est mieux d'avoir un public large, un public cible large, ou avoir un public très spécifique à qui on peut communiquer directement sur ses caractéristiques précises? Tout dépend du modèle d'affaires. Si on a un modèle d'affaires où on a extrêmement peu de marge, il faudra énormément un volume conséquent de clients pour pouvoir être rentable. En revanche, si on a une niche, oui, il faudra se focaliser tout de suite là-dessus. Après, la question est différente sur notre approche de marché. Ce qu'on appelle la go-to-market, c'est quels sont les clients cibles auxquels on va vouloir parler en premier, qui pourront peut-être être des ambassadeurs. Et ça, c'est plus une stratégie de go-to-market que vraiment une stratégie pour la suite de l'entreprise. Merci pour ta réponse, Douglas. Une autre question. Aujourd'hui, j'ai envie de lancer mon entreprise, mais je n'ai pas les 20 000 francs nécessaires pour lever le capital. Oui. Qu'est-ce que tu conseilles? Est-ce que plutôt faudrait lever des fonds et atteindre ces 20 000 francs ou prendre une autre forme juridique, typiquement une association? Je dirais qu'il y a plusieurs chemins. Le premier chemin, c'est de travailler, soit au McDo, soit quelque part ailleurs, et de se mettre de l'argent de côté, et ensuite lancer son entreprise. Option 1. Option 2, oui, c'est de peut-être commencer sous une raison individuelle, déjà de faire fonctionner son entreprise et peut-être à un moment donné de créer une nouvelle SARL pour continuer son activité si on n'a pas tout de suite les 20 000 francs. À mon avis, il ne faut pas toujours penser on va lever des fonds. C'est un petit peu la logique de manière générale. Mais déjà de pouvoir déjà se faire la main, de bien connaître ses clients et d'avoir une relation proche avec ses clients, à mon avis, c'est très important. Parce que ton meilleur investisseur, c'est le client. C'est le client, évidemment. Merci. Une autre question par rapport
plus à ta masterclass. Oui. La masterclass s'intitule « Lance-toi sur de bonnes bases ». Selon toi, c'est quoi la base la plus importante? Là, j'ai présenté des aspects qui sont plus, on va dire, formels, hein. Mais pour moi, une des bases, c'est d'être passionné par ce qu'on fait. Parce que ça, c'est un chemin extrêmement sinueux et semé d'obstacles. Donc, il faut être prêt à beaucoup travailler et aimer faire ce qu'on fait. Du coup, je rebondis un peu sur ce que tu viens de dire. Selon toi, la spontanéité dans un projet, quelle est sa place? Vu que tu nous as montré un truc très structuré, Oui. quelle est la place de la création, de la spontanéité, de se lancer dans le projet sans forcément avoir toutes ces clés d'un point de vue légal comme économique? C'est une bonne remarque. Je pars toujours du principe qu'il faut être bien structuré pour être créatif. Parce que quand on a une structure qui est bien en place, ben, ça nous permet, en tout cas personnellement, d'être plus paisible. Et du coup, ça me permet que mon cerveau parte... De donner place à la créativité Exactement. et la spontanéité. Oui. Merci. Par exemple, si je dois résoudre des problèmes tout le temps de comptabilité, je n'aurai pas le temps d'être créatif. Il faut prévoir ça en amont pour pouvoir donner ce temps à cette créativité. Exact. Là, j'ai une question un peu qui sort un peu de la masterclass. Tu travailles t'es manager chez IFJ. Oui. IFJ est une entreprise qui travaille notamment avec des associations étudiantes et bénévoles, comme Innovation Time. Oui. Qu'est-ce que tu aimerais dire, par exemple, à une entreprise qui ne voit pas du potentiel forcément à avoir ce genre d'acteurs prenantes qui sont des associations bénévoles? Je vais répondre de manière positive. Et à mon avis, c'est essentiel de pouvoir créer ces ponts parce qu'on a toujours quelque chose à apprendre de toute personne. Dans les cas des associations étudiantes, on va dire, bien sûr, ces étudiants, ils n'ont peut-être pas encore l'expérience professionnelle, mais cette expérience professionnelle se construit. Donc ça, bien sûr, il faut en être conscient et il y a une période d'apprentissage, mais souvent, cette période d'apprentissage va assez vite parce que les étudiants sont motivés. Pour autant qu'on choisisse le bon groupe d'étudiants et de donner le bon cadre et le bon accompagnement. Donc, il ne faut pas juste dire, on va y aller et puis on va déléguer. Non, il faut quand même l'accompagner. Mais je trouve qu'en tout cas, de mon expérience, c'est une expérience qui est extrêmement positive et que je peux que recommander. Et de mon expérience, je suis dans l'association Innovation Time, je trouve que c'est vraiment une chance qu'on a de pouvoir rentrer justement dans le domaine un peu professionnel à travers votre entreprise et nous donner cette chance en fait de pouvoir aussi travailler sur le terrain et expérimenter des choses qu'on ne peut pas expérimenter forcément à l'université. Absolument. On arrive à la fin de cette masterclass. Est-ce que tu aimerais encore ajouter quelque chose pour les téléspectateurs qui nous regardent? Comme ça, je ne sais pas, mais je pense qu'être entrepreneur, c'est un très beau métier. Je le considère comme un métier. Et du coup, il faut avoir même le courage de ses ambitions et beaucoup travailler. Merci Douglas. On va rester sur ces belles paroles. Nous arrivons du coup au terme de cette masterclass. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci à toi, Douglas, d'avoir répondu présent à cette interview, à cette masterclass.